Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Je suis aujourd'hui à Paris et à l'invitation de mon invité du jour qui est coach, conférencière, auteure et directrice générale de Coachline. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir dans tes locaux et merci du temps consacré à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai un parcours avant la vie du coaching de dirigeante et d'entrepreneuse. J'ai dirigé un centre de réa cardio pendant une dizaine d'années. C'était une entreprise familiale et c'était un centre privé. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes du management puisque au bout de 3 ans, j'ai été nommée directrice. Ensuite, c'est un milieu que j'ai adoré parce qu'il y avait des valeurs extrêmement profondes, humanistes, et que tout était finalement assez ramené à de l'existentiel vraiment profond, et de voir toutes les personnes extrêmement talentueuses qui tentaient de sauver les vies qui arrivaient, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et je garde un souvenir extraordinaire de cette époque. Et puis ensuite, j'ai complètement changé de vie pour tout un tas de raisons. Et là, j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je me suis lancée dans la création d'un salon d'art qui en fait avait pour ambition à l'époque de réunir. J'avais été très influencée par un ouvrage sur Malraux et qui disait l'art est un antidestin, et j'avais cette idée que en fait quand les choses sont belles, peu importe les époques, on doit pouvoir les mettre en face. Et à l'époque, il y avait une grosse guerre entre l'art contemporain et l'art ancien. Et donc ce salon, j'ai été chercher le fondateur de la FIAC et on a monté ça ensemble. Et ça a été un salon qui a eu un énorme succès, qui s'est tenu pendant une dizaine d'années sur le plateau Joffre face à l'école militaire. Et donc là, j'étais productrice et cofondatrice. Et là, je parcourais le monde pour aller chercher les meilleures galeries. Sauf que sur la fin, en fait, j'étais plus axée, et c'est ça qui m'a fait quitter, sur le fait de vendre du mètre carré. Parce que bon, dans l'art, il y a eu quand même beaucoup de hauts, de bas, et le matin, je me levais en me disant aujourd'hui, il faudrait que je vende 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, et au bout d'un moment de répétition de cet état d'esprit en me levant le matin, comme j'étais productrice, les échéances financières quand même étaient pour moi. Je me suis dit non, faut que j'arrête, faut que je fasse autre chose parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle que ça. Et du coup, j'ai vendu mes parts à mon associé et puis j'ai laissé tout ça. Et à ce moment-là est arrivé, comme arrive souvent dans la vie des personnes, une période où on se demande qu'est-ce qu'on va faire. J'avais plus envie de faire tout ça et j'avais envie de me diriger vers des choses nouvelles, mais lesquelles je n'en savais rien. Et donc j'ai entrepris un travail personnel, et puis qui peu à peu m'a amené vers le développement personnel, le coaching, la PNL. J'ai commencé par la PNL dans une maison excellente qui s'appelle Le Repère et qui à l'époque était dirigée par Brian van der Horst, qui faisait partie de l'équipe de Grinder, Bandler, enfin bon, vraiment dans des mains extraordinaires. Et là, je me suis passionnée pour tout ça. J'ai fait mon coaching chez Kérol. Et après, je me suis vraiment plongée là-dedans, à corps perdu, parce que j'ai découvert un monde qui m'était complètement étranger, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit les livres. Ouais. C'est parce que, en fait, j'ai... comme font beaucoup d'ailleurs de gens quand ils découvrent tout ça, ils ont envie tout de suite de partager autour d'eux ce qu'ils sont en train de découvrir. Et moi, en tenant compte de toute mon expérience
et de tout ce à quoi ça aurait pu me servir avant aussi. Je me suis dit, il faut absolument que je partage ce que je suis en train de découvrir et que je fasse le lien avec mon parcours. Et c'est comme ça que j'ai écrit d'abord L'Homme Magique, qui est paru chez Economica Anthropos. Après, j'ai enchaîné parce qu'en fait, j'ai écrit non-stop pendant 3-4 ans. J'ai enchaîné sur L'Homme Magique. Non, j'ai fait L'Homme Magique, ensuite Le Bonheur si je veux, oui. Et ensuite, Le Grand Méchant Stress. Voilà. Et donc, et puis il y a eu l'épisode après ICF où on était 4 au début. Et puis voilà, exactement. On a décidé de transformer ICF en association. Il y avait François Viquenel, Annie Martinez. Et donc, j'ai eu le plaisir d'être nommée la première vice-présidente. Ah oui. Et puis, je crois que l'idée qu'on a eue... connu, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et l'idée géniale qu'on a eue à cette époque-là, ça a été de vouloir tout de suite démarrer sur les antennes locales, en fait, et régionales, parce que c'était important que l'association puisse vivre partout. Voilà. Et puis après j'ai avancé sur le coaching individuel pendant un certain temps. Mais en fait, j'ai après tout de suite été intéressée par d'autres approches, notamment les approches d'intelligence collective. Je me suis formée à l'Appreciative Inquiry. Ouais. Et là, vraiment, j'ai eu presque le même choc que quand j'ai découvert le coaching. C'est-à-dire que cette approche du changement positive et reposant quand même sur un substrat extrêmement costaud, hein. Il faut pas faire l'erreur de penser que les approches positives, ce mot est souvent très dévalorisé, surtout chez nous d'ailleurs, mais c'est vraiment extrêmement puissant, c'est très construit. Et là, je suis intervenue dans beaucoup de missions liées au changement, à la réorganisation des valeurs, et ça m'a vraiment passionnée. Et voilà, et donc même chose, j'ai fait ça pendant un certain temps, et puis jusqu'à ce que ce projet Coachline m'interpelle pour créer quelque chose qui fasse entrer aussi tout ce qu'on voyait arriver au niveau du digital dans nos pratiques. Voilà. D'accord, super. On va naturellement y revenir. Qu'est-ce qui t'a... Alors, les livres sont excellents, hein, je les recommande à nos auditeurs. Hein, et moi, j'ai connu Florence en 2003-2004, au tout début, effectivement, de l'aventure ICF. Mais j'ai aussi découvert, et j'ai adoré ce livre, Le Grand Méchant Stress. Franchement, je vous le recommande. Il y a plein de trucs vraiment sympas dessus, et il est très, très bien fait. Merci. Oui. Et donc, tu es aussi conférencière aussi. Tu as fait quelques conférences en particulier sur le sujet. Parce des livres, justement, oui. Parce que en fait, les maisons d'édition font quand même des campagnes de promotion. Donc, on est invité dans des salons. Enfin, ils ont des contacts qui font que on est amené à faire des conférences sur les sujets, sur les thématiques des livres. Pour vendre plus de livres, pour qu'on en parle. Il y a tout un périple radio, conférence qui était très bien organisé, d'ailleurs surtout par les éditions de l'Homme, qui est une là où est paru d'ailleurs Le Grand Méchant. C'est ça. C'est une émission. Ce sont des Canadiens. Mais à l'époque, je sais pas s'ils l'ont toujours. Ils avaient un pied-à-terre en France qui était très bien organisé. Et qui prenait en charge. On faisait des tournées en Suisse, en France, en Suisse, en Belgique. C'est les 3 pays que j'ai fait. Ils savaient aussi très bien exporter les droits d'auteur. J'ai été traduit en coréen, en polonais. Dont j'ai les exemplaires à la maison. C'était très bien fait. Et du coup, c'était assez agréable, effectivement, de pouvoir échanger avec une assistance qui venait découvrir certains sujets, de faire cet exercice pédagogique
en fait, d'être capable de faire passer quelque chose pour que les personnes qui sont en face, qui sont pas forcément averties, puissent avoir l'occasion de découvrir finalement. Et je sais, parce que après j'ai eu des retours, des courriers et des choses comme ça, que des personnes, ça a déclenché chez eux une réflexion, ça a été une découverte, ça a eu un impact sur des vies, quoi. Oui, oui. Et ça, c'est formidable. Je confirme, en tous les cas, pour le troisième ouvrage, donc celui de 2003, qui est Le Grand Méchant Stress, en particulier, moi j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes masterclass, mais dans le livre, quelque chose m'avait marqué, c'est sur le café est une énergie à crédit. Donc tu parlais en fait de ces pics d'énergie qu'on prend, mais que derrière le creux est plus fort encore à chaque fois. Donc et avec cette notion de dopage, oui, de l'énergie, il y avait tout un chapitre là-dessus sur l'énergie. Donc c'est très intéressant, parce que effectivement on va attraper dans cet ouvrage, encore une fois, qui est très bien fait, hein, qui est pas du tout le livre du consultant de base. Il y a de la recherche derrière, et notamment sur cette notion de nos habitudes quotidiennes qui sont consommatrices d'énergie et ne nous font pas que du bien, contrairement à ce que l'on pense d'ailleurs. Tu sais, et en plus, je vais te dire, plus le temps passe, plus je me rends compte, parce que je continue à regarder beaucoup de choses, à lire beaucoup de choses, à découvrir beaucoup de choses. Et cette histoire de gestion d'énergie, je pense d'abord, et avec les recoupements de la physique quantique, on sait que nous sommes des êtres d'énergie principalement. Et cette gestion de l'énergie au quotidien, ça devient presque le sujet maintenant, je trouve, le plus important. C'est-à-dire comment on va doser dès le matin, dans ses habitudes, dans ses modes de pensée, dans la façon dont on va prendre les choses, comment on va placer son énergie, comment on va lui permettre de créer des choses. Quand on est dans des processus de création, que ce soit de tout type de création, en ce moment c'est création pour nous de ce projet du collectif, la façon dont tu vas gérer ton énergie au quotidien va prendre une importance extraordinaire. Et c'est vraiment des sujets qui me passionnent vraiment maintenant beaucoup, beaucoup. Alors tu parlais de l'énergie. Comment toi tu as des rituels à titre personnel, ou oui. Comment fais-tu? Est-ce que tu peux en partager quelques-uns avec nos auditeurs? Assez simple. J'ai un équilibre que, quoi qu'il arrive, je respecte, que ce soit sur des moments pris le matin, à l'heure du repas ou le soir. L'équilibre, c'est la méditation, faire 1 heure de méditation. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai découvert la méditation il y a 5 ans. Et j'ai progressé sur plusieurs types de pratiques, parce qu'il faut commencer doucement. Au début, c'est assez difficile. Et pour arriver à faire 1 heure de méditation, où maintenant, réellement, c'est extraordinaire. À chaque fois, je me demande ce qui va se passer pendant cette heure de méditation. C'est-à-dire que tu fais 1 heure... non-stop d'affilée. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Ah, oui. Et en fait, c'est comme un voyage dans un autre espace-temps. C'est assez incroyable. Et on sort de la méditation, tout est différent. La prise de recul, le calme, la façon d'appréhender la vie, justement le rétablissement d'énergie, l'énorme apport de ressources. Donc ça, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que je privilégie. J'ai la chance d'avoir des grands-enfants, donc ma vie est plus facile à organiser. Et puis, il y a aussi le sport. C'est-à-dire que 3 fois par semaine, je cours beaucoup.
parce que j'aime courir, cette impression de courir en plein air dès que c'est possible, puisque j'ai la chance d'habiter près d'espaces verts. Et de courir en regardant le ciel, les arbres, et de sentir qu'on a cette possibilité comme ça de s'élancer, d'être en pleine capacité de ses forces physiques, et j'ai un sentiment de gratitude à chaque fois, et ça aussi c'est formidable, ça régularise aussi beaucoup l'énergie. Je fais attention à ce que je mange, bien sûr. Et voilà. Donc, je prends soin de moi. Ça, c'est important. D'accord. Et ça, c'est aidant dans ta manière de gérer le temps, tes activités, etc. Parce que on sait bien que on peut être embarqué dans un flot d'activités qui fait que finalement, tu parlais de prendre soin de toi, mais qui finalement on dit, ok, l'heure de méditation, je la ferai plus tard, ou la course à pied, je la ferai demain. Tu arrives vraiment à bien équilibrer tout ça. J'arrive vraiment. Parce que d'abord, j'en ai besoin, et je sais que cette tentation de se dire, je dis pas que si un soir il y a une proposition pour un client qu'il faut absolument terminer avant telle heure, je vais la faire, mais je me récupérerai sur le lendemain matin, de toute façon. Donc ça peut arriver bien sûr qu'à un moment, sur le timing prévu, on n'est pas psychorigide, mais on se rétablit, et quand on est, je pense que toutes les personnes qui sont très engagées dans ce qu'ils font, peuvent comprendre que quand on est très engagé dans ce qu'on fait, on dépense beaucoup d'énergie. On y met beaucoup de soi-même, et c'est pour ça que cette gestion de l'énergie est très importante, parce que à un moment donné, s'il n'y a pas la ressource qui arrive en face, cette énergie, elle va pas pouvoir non plus durer indéfiniment, et il y a vraiment besoin de se ressourcer. Donc en fait, j'ai pas tellement de choix. Si je veux bien vivre, il faut que j'arrive à gérer cette énergie. Si je veux être en pleine force, en pleine capacité de livrer ce que j'ai envie de livrer, voilà, je le fais. Et puis en plus, pour moi, c'est un grand bonheur. Je le vis pas du tout comme un pain-somme. Au début, quand je commençais à courir, j'ai commencé à courir il y a 15 ans. Oh là là, c'était terrible. J'arrivais pas à faire 1 kilomètre. Donc, et si je pouvais m'échapper, je le faisais. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Ouais. Et après, avec le temps, la pratique, j'ai aimé de plus en plus ça. Ouais. D'accord. D'accord. Tu as évoqué tout à l'heure dans ton parcours la démarche appréciative, c'est assez méconnu chez nous en fait, et, enfin, à part par les spécialistes, mais est-ce que tu peux nous en dire un mot sans rentrer forcément dans le détail, et en quoi c'est intéressant cette démarche, notamment dans beaucoup d'organisations où on voit plutôt ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Est-ce que tu peux nous en dire un mot rapide? Alors en fait, ça paraît simple, mais c'est hyper sophistiqué, parce que ça repose sur beaucoup de piliers d'études qui ont été faites, et qui montrent qu'à partir du moment, à chaque fois qu'on va prendre un sujet, une problématique, et que la tendance consultante, avant l'apparition de ce genre de méthode, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la résolution de problème. C'est-à-dire que on va prendre le problème, on va analyser les causes, et puis il va y avoir des ramifications de causes. Et tiens, cette cause-là, en fait, derrière cette cause-là, il y en a encore d'autres, et on finit par créer d'un seul coup, à faire apparaître une construction où non seulement il y a une problématique, mais il y a énormément de sous-problématiques qui apparaissent, et qui vont nous mener jusqu'à des pensées qui vont faire que ça va vraiment être très très difficile de résoudre tout ça. Ça va être quasi impossible, et du coup on se perd dans la difficulté. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de l'énergie collective des personnes qui vont être impactées par regarder ce qui se passe autour de ces problématiques, les gens vont perdre de plus en plus d'énergie. Ils vont avoir de plus en plus peur. Et que font les gens quand ils ont peur dans une organisation?
ils reviennent sur eux. Ils se disent, bon sang, la situation, j'ai quand même peut-être intérêt à commencer à assurer mes arrières. Voilà. Et il n'y a plus d'esprit collectif, il n'y a plus de créativité. La démarche appréciative dit que, en fait, on va construire au fur et à mesure le récit, au fur et à mesure, c'est la démarche constructiviste, c'est-à-dire que on va dire, bon, qu'est-ce qui marche dans cette organisation? Si aujourd'hui on est encore là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. On n'est pas arrivé là par hasard. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Et là, au contraire, on va faire la démarche inverse. C'est-à-dire que on va d'abord aller examiner toutes les forces qui sont en présence. On va aller examiner tous les savoir-faire, tous les savoir-être, tous les points d'excellence. Et au fur et à mesure que les personnes regardent ce qu'ils ont été capables de faire, arrive une autre histoire, un autre vocabulaire, une autre grammaire, et qui va leur permettre, là, beaucoup plus facilement, en collectif, de se projeter sur des futurs désirables. Alors, ça n'empêche pas que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. On tient compte des thématiques qui doivent être définies, sur lesquelles on va travailler, qu'il y aura, in fine, effectivement, des choses qui vont émerger et qui vont apparaître. Mais ce qui est extraordinaire avec l'Appreciative Inquiry, c'est que elle génère collectivement une dynamique extraordinaire qui fait que d'un seul coup, on s'aperçoit que les problèmes, ils sont un petit peu comme tous les Mikado, ils se sont écroulés les uns derrière les autres. Et ça, c'est le génie humain. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, je l'ai vu à de très nombreuses reprises. On en a encore fait une avec un client. C'était comme très compliqué. On s'est même demandé si on arriverait à faire une Appreciative Inquiry. On avait posé quand même des jalons en amont. Et voilà, le miracle s'est encore produit, quoi. Alors, ces interventions-là, il faut vraiment très bien les préparer. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de prérequis pour que ça fonctionne bien. Mais voilà, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, tu as écrit 3 livres. Comme tu disais, une époque où tu n'as fait quasiment que écrire, finalement. Tout à fait. Je recherchais et j'écrivais, oui. Je m'étais passionnée pour nos domaines. Voilà, c'est ça. Donc, tu as écrit 3 livres. T'as pas envie ou le projet d'en écrire encore? Si, j'en ai un dans les cartons. Ah, super, voilà. J'en ai un dans les cartons, mais j'y arrive pas à le boucler. J'arrive pas à le boucler. Toute la trame est prête, les d'écriture de certains chapitres sont faits, et j'arrive pas. Et justement, il reprend un peu tout ce que j'ai pu constater depuis que j'interviens en entreprise. Alors maintenant, avec Coachline, j'interviens moins. Mais si, et c'est un sujet qui me tient terriblement à cœur voilà, et que j'aimerais bien partager avec nous tous. Mais il faut que j'arrive à le terminer. D'accord. Voilà. Donc, j'espère d'ici 1 an pouvoir quand même le faire. Tu as une vision à peu près à 1 an, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, tu étais au début de l'aventure du coaching en France aussi, assez rapidement, donc dès le tournant... De l'organisation des métiers du coaching. De l'organisation des métiers du coaching. Parce qu'il y avait déjà, effectivement, des grosses pointures. Il y avait Vincent Lénard, etc. Mais, donc, en 2002, je dirais, je le situe là, vers 2002-2003, c'est à peu près l'époque où on s'est rencontrés. Tu es au tout début, finalement, de l'aventure ICF en France, donc International Coach Fédération pour la France. Comment ça a démarré, cette aventure, en fait? C'était drôle. Alors, on en profite pour saluer François Viquenel, Annie Martinez, et tous les gens qu'on a connus. C'est grâce à Annie Martinez. René David Adjadj aussi, j'en profite aussi, et puis d'autres, Martinez. C'est Annie qui nous avait réunis chez elle. Elle était responsable du chapter. Ouais. Parce que ICF procédait comme ça. Il y avait toujours une personne qui représentait ICF dans un pays. Et là, c'était Annie Martinez. Et elle nous avait réunis chez elle. On était 4. Et on s'était dit, elle nous avait expliqué ce qu'était ICF, le chapter, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Et puis, on a été pris d'une espèce d'énergie, de vouloir absolument faire quelque chose pour nos métiers.
qui n'était pas encore très reconnu, et on était vraiment tellement convaincus, tellement enthousiastes, qu'on a pris le sujet à bras-le-corps. Donc Annie nous a expliqué un peu comment c'était en fait organisé ailleurs. Chacun, on a eu d'abord pour mission de convaincre 2 ou 3 personnes autour de nous de rejoindre au début le chapter. Donc on s'est trouvé, après on a dû être une dizaine, une vingtaine. Et là on a dit on fonde l'association. Voilà. Et donc, on a fait ça avec un processus démocratique, avec une élection. Alors, je me souviens plus à combien on était quand on a fait l'élection, quand François Viquenel a été nommé président et moi vice-présidente. Mais en tous les cas, ça s'est enchaîné assez vite, mais on a quand même beaucoup donné de notre personne. Hein. Oui. Ah oui, alors là, franchement, à l'époque, moi, je faisais des coachings individuels. Mais ICF me prenait les 3/4 de mon temps. Hein. C'était. Mais je crois qu'on a bien travaillé. Quand moi j'ai quitté mon mandat, on devait être 300 ou 400 coachs déjà. Et tout était en place quasiment. Les commissions. C'est vrai. Enfin vraiment, il y avait eu. J'ai revu l'autre jour. David Adjage aussi, qui avait beaucoup travaillé sur la commission éthique. C'était un grand bonheur, c'était un grand moment de bonheur de faire ça ensemble. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est des grands moments. Et je me souviens quand je t'ai vu la première fois. Bah écoute, oui, moi, on s'était d'abord vu au téléphone et puis après on s'est rencontrés, je crois c'était fin 2003 ou tout début 2004. Oui. Tout à fait. Puisque c'est toi qui m'as... pour la petite histoire, nommé président, qui m'a accompagné dans la création de l'antenne du Grand Est. Grand Est. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, je suis rentré au conseil d'administration. Puis tout le monde connaît la suite de l'histoire. Voilà. Alors, Coachline, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, parce que plaisir. Ça, c'est ton actualité. C'est mon actualité. Et c'est un écosystème quand même particulier. J'aimerais bien que tu nous en touches un mot, parce que ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Coachline a démarré fin 2016. Suite à une première levée de fonds d'amorçage. Parce qu'en fait, dans les pratiques, je voulais introduire le digital avec les possibilités de classe inversée, de e-coaching. Et j'avais eu une première expérience avec un client qui avait permis de déployer à grande échelle du e-coaching. J'avais trouvé ça vraiment extraordinaire parce que les gens étaient éparpillés partout en France et on avait pu justement créer comme ça un programme très organisé à partir de quelque chose d'assez centralisé et ça avait pu bénéficier et irradier vers tous. Et donc création de Coachline, création de l'écosystème digital. On a travaillé à faire des contenus, à faire les plateformes et tout ça pendant à peu près 2 ans. Fin 2018, premier client. Et là, on a commencé à travailler, en fait, selon un format assez idéal, c'est-à-dire répondre sur mesure aux clients. En ne s'interdisant aucun format, en se permettant toute approche, que ce soit des approches sur l'organisationnel avec justement de l'intelligence collective, ensuite avec des approches individuelles avec du coaching ou du e-coaching, des approches plus de type formation en type classe inversée avec digital learning avant, puis présentiel, puis groupe de codev, puis tutoring, avec parfois conception pour des clients de modules complètement digitaux pour qu'ils puissent le diffuser en interne. En fait, on a pu déployer pendant 2-3 ans toute la créativité et on a pu voir en fait tout type de missions. Et c'est ça qui nous a beaucoup plu. En fait, on est 7 associés, on est 3 opérationnels. Et maintenant, en fait, on a décidé, ça c'était la première étape. Maintenant, il faut grandir. Et là, on s'est fait accompagner par une agence sur la réflexion du projet.
Et en fait, on s'est dit que ce qui correspondrait le mieux finalement, en voyant arriver tout ce qu'on voit arriver dans nos métiers, les grosses plateformes, avec des pools de coachs, de 1500 coachs, avec, bon... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a quand même des millions qui sont levés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens derrière qui attendent des retours sur investissement, des millions qui ont été placés. Donc, sur nos métiers, ça peut avoir un impact qui, sur un moyen terme, fait que c'est plus nous qui allons penser nos métiers, mais nos métiers risquent d'être pensés par d'autres. Et on s'est dit que ce serait bien de créer un collectif qui puisse être très fort, très puissant en termes de propositions, très innovant, et qui puisse aussi permettre aux professionnels de se saisir de leur destin, de leur futur, de la façon dont ils veulent évoluer avec leur métier. Parce que force est de constater que nos environnements, et on l'a vu surtout pendant la Covid, ont changé, mais à vitesse grand V. Hein. C'est des mutations extraordinaires qui se sont produites en 3 ans. Donc, à partir de là, la solution du collectif, donc sous forme d'une coopérative. Donc Coachline va créer une filiale coopérative et donc va intégrer dans son collectif jusqu'à fin 2024 500 professionnels dans différents pays. Donc, on va commencer par la France, la francophonie, mais bon, je dirais aussi, l'occasion faisant le larron, si on a des clients qui ont besoin de force internationale, on mettra en place peut-être plus rapidement que prévu la stratégie sur l'international. Donc, en fait, le collectif, il va fonctionner sur 2 jambes. D'abord, il y a un recrutement qui est fait de ces professionnels qui sont en fait des professionnels qui d'abord connaissent bien le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat et qui ont des formations sérieuses. Alors, c'est pas que des coachs, hein, il y a coachs, formateurs et consultants. On souhaite pouvoir répondre sur différents sujets, tous liés au développement de la performance, des compétences comportementales et aussi d'accompagner toute la gestion du changement en fait. Hein, et puis les sujets de culture aussi, de valeurs, de culture d'entreprise, de marque. Donc voilà, on se positionne vraiment sur ça. Donc avec des compétences variées et surtout, même chose que sur les antennes, les territoires. C'est-à-dire vraiment avoir des professionnels présents partout, sur l'ensemble des territoires et qui pourront répondre du coup aux entreprises qui sont proches d'eux. Et on voit, on a déjà, nous, cette demande. On travaille avec un réseau de professionnels qui sont déjà sur des territoires parce que c'est plus facile quand une entreprise est à Toulouse ou à Nantes que le professionnel intervienne au plus près, que ce soit pour une formation ou que ce soit pour un coaching en présentiel, parce qu'on fait aussi du coaching en présentiel qu'on va de toute façon mixer avec une plateforme. Mais donc ça, c'est l'actualité. Ensuite, il y aura, ça fonctionnera sur 2 jambes. Il va y avoir un outil qui va être développé, qui va être très performant aussi, et qui va permettre de plugger différents autres outils. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui permet beaucoup plus de créativité, parce que le digital, finalement, est là pour valoriser l'être humain. L'être humain, c'est lui qui a la matière grise. Donc, c'est à lui de décider comment il va se saisir des outils qu'il a, comment il va en tirer une valeur ajoutée, comment il va pouvoir les mettre au profit et au bénéfice de ses clients, comment du coup ça va l'aider à rentrer peut-être dans un cahier des charges où on le sait, on a de plus en plus de contraintes de nos clients en termes de temps, en termes de budget, donc comment se saisir de tout ça
faire vivre des expériences aux utilisateurs aussi extraordinaires, parce que je pense que les expériences d'apprentissage avec la réalité virtuelle, les serious games, c'est quand même quelque chose de super, et je pense qu'il faut s'en saisir aussi. Mais ce qui est important, c'est que ce à quoi je suis vraiment, par lequel je me sens vraiment touchée, c'est que ce soit nous qui décidions de ça. Il n'est pas question d'aller vendre un format pour résoudre un problème. On vend pas du coaching pour résoudre un problème. On vend pas du digital pour résoudre un problème. Non, on pense une solution globale. Voilà. Donc, le projet du collectif, il a démarré là en janvier. Et puis, on va commencer vraiment... Ça marche assez bien, je dois avouer. On va commencer à mettre en place des choses en avril. En juin, on aura atteint notre seuil de démarrage pour mettre en place tout ce qu'on souhaite mettre en place à travers ce collectif qui va être vraiment un centre de R&D, un campus, qui va avoir aussi beaucoup d'avantages financiers pour les professionnels. Parce qu'on va sortir de certains systèmes qui sont pratiqués à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vraiment pensé pour les professionnels et pour ensemble aller faire des propositions dans différents endroits et des propositions intéressantes. Parce que aujourd'hui, quand on est indépendant, avec tous les arsenals qu'il y a qui se positionnent sur des belles propositions, l'indépendant, seul, il n'arrive plus à se positionner, ou alors en sous-traitance. Mais il peut plus être en première ligne face à des projets intéressants. Donc, avec ce collectif, il aura la force de frappe pour se présenter à l'égal des plus gros cabinets. Des plus gros cabinets, tout à fait. D'accord. Donc, alors, deux questions me viennent tout de suite. La première, tu parlais de phase de recrutement là, qui est active en ce moment jusqu'au mois de juin. Vous cherchez des professionnels, tu as dit des coachs, des formateurs, des consultants. Comment doivent-ils faire pour postuler ou pour ceux qui seraient intéressés par rejoindre le collectif Coachline? Est-ce qu'il y a une démarche Oui, alors en fait, je vais pas tarder à mettre un petit peu plus public. Pour l'instant, on a procédé par cooptation des uns des autres pour créer le noyau de base. Mais de toute façon, les personnes peuvent m'écrire à mon adresse florence.rolot, R-O-2-L-O-T, @coachline.co. Voilà. Donc là, on peut me contacter, Florence Rolot, ou par LinkedIn ou quoi. On mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Voilà, exactement, tout à fait. Et puis après, on va, dans un deuxième temps, effectivement, rendre ça un petit peu plus public. Pour l'instant, on a voulu voir déjà si l'idée prenait, si ça intéressait du monde. Et en fait, je dépasse largement les objectifs qu'on s'était fixés, donc on est plutôt content parce que en fait c'est vraiment, ça a une réception extraordinaire, beaucoup plus que ce que je croyais. Donc voilà, c'est bien, j'en suis contente. Faut que ça continue parce que c'est quand même un travail de longue haleine. Ça va durer jusqu'à fin 2024 pour être sûr de. Ce qui est important aussi, c'est deux belles années, quoi, on va dire. Voilà, exactement. D'avoir des personnes aussi qui fonctionnent sur les mêmes approches, sur le même genre de valeurs, sur les mêmes visions du métier, qui ont envie de défendre le même genre de choses. Donc, voilà, ça prend aussi un petit peu de temps quand même. D'accord. Donc, on est bien d'accord, des coachs, des formateurs, des consultants. C'est cela. Voilà, solidement formés, ayant déjà leur statut ou installé d'indépendant et qui souhaitent se rapprocher. Alors, en plus, je tiens à préciser que de rejoindre cette coopérative, en fait. Parce que rejoindre la coopérative, mais en toute liberté. C'est un de nos mots d'ordre. C'est-à-dire que on connaît bien le milieu des coachs, formateurs et consultants. Ce sont des gens qui, souvent, ont quitté l'entreprise, ont créé leurs propres entreprises, ont des clients, ont une marque, ont tout un tas de choses. Et je dirais, c'est très bien, et ça ne nous regarde pas ce qu'ils font en dehors du collectif. Ce qu'on veut, c'est qu'ils ils se saisissent et se servent du collectif pour faire des choses passionnantes. Mais après, ils ont leur activité. Je veux dire, voilà, ils sont libres. Ils ne doivent rien en termes de temps
au collectif. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient envie de faire des choses intéressantes avec nous. Voilà. D'accord. Oui, c'est le principe coopératif. C'est ça. Et alors les clients, comment? Alors les clients, donc il me semble qu'il y avait aussi une grande amplitude horaire à l'époque que tu souhaitais pouvoir donner aux clients, pour notamment ceux qui souhaitent se faire accompagner individuellement, avoir des actions, tu le disais, de formation avec une partie présentielle, une partie learning digital, et donc là qui pourrait se former lorsqu'ils le souhaitent, et puis après des sessions de regroupement, en fait, c'est ça. Oui. Et comment ils font alors aussi, comment ils font pour venir jusqu'à vous? Alors les clients, de toute façon, jusqu'à maintenant, nous on a travaillé entre associés pour aller chercher nos propres clients. Et on a quand même déjà 10 belles enseignes et puis beaucoup de choses qui sont aussi en préparation. Et là, dans le collectif, il va y avoir une structure qui va être faite avec un directeur commercial, une équipe commerciale, il va y avoir un directeur du learning, il va y avoir une structure et un cadre qui vont être puissamment organisés de façon justement à pouvoir aller chercher sur les territoires des clients dans différentes villes. On va aller chercher de différentes façons de belles enseignes, mais tout type d'entreprise, je dirais. On n'est pas forcément sélectif. Nous, on a travaillé jusqu'à maintenant avec des entreprises où il y avait un des derniers clients, il y avait 25 personnes. Hein. Donc, il n'y a pas de... À partir du moment où le projet est intéressant, à partir du moment où on nous amène un sujet qui est un défi, et qu'il faut trouver une solution, on prend. C'est ce qu'on ne prendrait pas à la limite, ou en tous les cas, on essaierait d'accompagner notre client pour qu'il voit les choses différemment. C'est des missions dont on pense que la demande telle qu'elle est faite du client n'apportera pas de résultat, ou n'apportera pas, ou même apportera un contre-résultat. Donc, en accompagnant notre client, on va quand même puisqu'on travaille beaucoup en co-construction, lui montrer que voilà, c'est peut-être autre chose qui serait intéressant de faire. Mais voilà, il n'y a pas de religion. En fait, on accueille la demande et après on voit qu'est-ce qu'on met en place. Voilà. D'accord. Les affaires reprennent pour Florence, oui, ça continue, c'est son téléphone qui sonne. J'aurais dû le fermer. On va le laisser sonner, c'est pas bien méchant. Un cadre ou un cadre dirigeant, parce que vous faites ça aussi, qui souhaiterait finalement se faire accompagner par un coach, Coachline, comment est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut se connecter directement sur la plateforme, ou est-ce qu'il va y avoir... Voilà, c'est ça. Alors, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on a eu un client important qui est une mutuelle, en fait, et qui a un portefeuille de dirigeants de TPE de 1 à 19 personnes, et qui a souhaité organiser un programme d'accompagnement pour l'ensemble de ce portefeuille. Donc, on a fait un pilote pour accompagner des dirigeants avec tout un process sur notre plateforme pour qu'ils puissent arriver avec test, demande et tout ça. Et du coup, on est rentré dans le secteur du dirigeant entrepreneurial individuel, mais par l'intermédiaire d'un client plus important. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'avais pas voulu aller sur ce genre de B2C qui est quand même faut avoir beaucoup de moyens, et à y arriver par cette façon-là, c'était vraiment très très agréable. On va continuer en 2022. Alors là, en déployant auprès de l'ensemble du portefeuille les accompagnements individuels. Et donc, du coup, on a fait en miroir sur notre site, parce que là, on est sur un site dédié, puisque à chaque fois, on fait vraiment sur mesure pour nos clients. On leur fait des sites dédiés, on leur fait tout ça. Et donc, du coup, on a mis en miroir sur notre site la même possibilité pour un dirigeant de nous contacter directement. D'accord. Voilà. Donc, c'est sur coachline.co et c'est sur la partie entrepreneur. D'accord.
D'accord, très bien. Est-ce que demain ou dans l'avenir, vous envisagez finalement d'avoir une amplitude horaire assez importante pour que les coachés puissent aussi se connecter avec leur coach à des moments qui ne sont pas forcément conventionnels, plus tard le soir, plutôt le matin? C'est quelque chose qui est en projet ou pas? Oui, alors la façon dont on travaille aujourd'hui, comme on travaille par projet pour l'instant, dès que en fait les premières étapes sont passées, c'est le coach et le coaché qui dirigent leur agenda à travers la plateforme. Donc ils organisent leur rendez-vous entre eux, et donc là je dirais ils s'organisent comme ils le souhaitent effectivement. Si pour le coaché à un moment donné l'horaire c'est 21h et que ça convient au coach, voilà, pourquoi pas. Mais nous, on n'intervient pas sur ça. On les laisse vraiment s'organiser comme ils le souhaitent, et ça fonctionne plutôt très bien. On a vraiment les agendas sont très bien organisés entre les coachs et les coachés. On en a plusieurs en parallèle et ça fonctionne très bien. Donc, on n'a pas de soucis sur. Par contre, on n'a pas de coach qui serait en garde derrière attendre un appel. Non, pas du tout. Ça, c'était. Je pense que c'était la vision du début des plateformes où les gens s'imaginaient qu'il y aurait comme un peu les psychologues ou à l'époque même les voyantes ou autres on appelle à la demande. Non, ça n'existe pas. Les coachs, de toute façon, avec qui on travaille, ils ont quand même un emploi du temps. Hein. Ouais, c'est clair. et j'imagine que c'est la même chose pour les formations. Oui, voilà, tout à fait. Vous avez parlé aussi vous avez diversifié aussi les outils au-delà du face-à-face du e-coaching. Vous pensez aussi à faire les chats et tout ça? On a déjà. Ouais, vous avez déjà les chats. On a les chats. En fait, il y a un réel profil d'innovation chez nous dans la mesure où les fondateurs adorent ça. Donc, je suis personnellement très curieuse et les personnes qui sont avec moi aussi, dès que je vois apparaître des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, chaque fois je me dis tiens, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que ça va pouvoir servir notre propos et comment? Est-ce que ça va pour l'utilisateur accélérer des prises de conscience, des prises de recul, une façon de vivre une expérience, et comment l'humain va prendre le relais avec ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir tout ce qui peut être des accélérateurs pour nous de prise de recul, d'effets miroirs, de prise de conscience, ou de mise en œuvre aussi pour les formations. On travaille aussi beaucoup sur ça, sur le fait que les apprentissages aient un taux de réussite dans le temps qui soit le plus large possible, en fait. C'est super. Alors, le temps avance et on arrive bientôt au terme de l'émission. J'ai encore une question, enfin 2-3 questions à te poser. La première, vous accompagnez la transformation, vous avez un acronyme qui s'appelle MOVE. MOVE. C'est pas MOVE, c'est MOVE, M-O-V-E. M-O-V-E. Je me suis dit, tiens, tu peux nous en toucher un mot rapide? Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. On avait trouvé le nom avec une autre équipe à l'époque. Quand je faisais de l'intelligence collective, à cause de l'appréciative inquiry, c'est-à-dire que en fait, j'étais tellement intéressée par cette approche et j'avais fait beaucoup de missions sur ces sujets-là, que je m'étais dit ce serait bien de créer une espèce de marque un peu qui fait penser au mouvement, à la mise en mouvement, et on avait beaucoup travaillé sur qu'est-ce que ça signifie finalement le changement, la mise en mouvement par rapport déjà à l'état naturel des personnes, par rapport en même temps il y a des paradoxes. En même temps on est devenu de plus en plus sédentaire, mais en même temps on est de plus en plus mobile, et dès qu'on se met en mouvement il se passe des choses. Dès qu'on se met en mouvement il y a du changement qui s'opère. Et donc comment mettre dans les organisations
à différents niveaux, pour différents projets, les mises en mouvement dans des conditions qui fassent qu'on n'attende pas toujours d'être au bord du précipice pour se dire il faut changer. Et ça, c'est un de mes grands rêves. Donc, à l'époque, bon, j'ai pu faire quelque chose là-dessus, mais j'ai pas encore déployé. Et même encore maintenant, je l'ai pas encore déployé comme je souhaiterais. Et je pense que justement, le collectif va permettre ça. C'est-à-dire que il y a dans les personnes qui sont en train d'arriver aussi, il y a des très beaux spécialistes de ce genre de choses avec qui on commence déjà à réfléchir. Comment permettre aux organisations d'être dans un processus, et d'autant plus maintenant. Je veux dire, les entreprises, là, aujourd'hui, elles vont vraiment faire face à des environnements très compliqués, très complexes, très compétitifs. Et comment vont-elles réussir à continuer à faire de la performance dans ces environnements? Et je crois que les approches qu'on est capable de mettre en place pour les accompagner peuvent vraiment les mettre dans des dynamiques de changement perpétuel, mais en douceur, et justement avec ces approches positives, mais entourées en même temps de spécialistes qui, à un moment donné, connaissent bien sur certains sujets, par rapport à ce qui va être les syndicats, par rapport aux sujets sociaux, vont être capables de mettre aussi des garde-fous pour voilà, que les choses soient faites dans les règles de tous les acquis sociaux qui sont faits depuis des années. Donc, c'est un exercice, c'est un équilibre qui est vraiment passionnant. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le plus gros défi des années à venir en termes d'accompagnement. Super. Merci beaucoup, Florence, pour toutes ces précisions. On voit bien que l'année qui vient de débuter, plus les deux années suivantes, 2023-2024, vont être chargées en développement pour Coachline. Donc, voilà. Il y a énormément de projets. Alors, on en a évoqué quelques-uns, mais je sais que vous faites aussi travailler beaucoup sur le mindfulness, sur le leadership au féminin. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus. On voit qu'il y a aussi une forte demande, beaucoup de développement à venir aussi. Donc, alors, le mindfulness, si je peux en dire un mot aussi, bien sûr. C'est parce que justement, enfin, et surtout, c'était déjà avant. Bon, mais là, avec la Covid et là, la sortie du Covid, on voit qu'il y a quand même un état d'épuisement général. Étant la première convaincue que la méditation apporte un réel ressourcement, mais extraordinaire, bien au-delà, initier les gens à ce genre de pratique. Je pense que nos organisations, les managers, les collaborateurs, si on peut avec de la mindfulness, les mettre dans des dynamiques justement de ressourcement où après ils pourront gérer eux-mêmes, parce qu'après des méditations on peut en faire seul chez soi, et arriver à s'appuyer sur ce type de ressourcement dont il est prouvé aujourd'hui scientifiquement qu'il y a de réels impacts en termes de gestion émotionnelle, d'un mental vraiment amélioré, de moins de fatigue, de moins de stress. Ça coûte rien, enfin faisons-le quoi. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Moi, je trouve que ça devrait être une habitude presque hygiénique. Donc voilà. Donc je renvoie les auditeurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur le mindfulness à l'épisode avec Raphaël Cardon, qui doit être de mémoire le numéro 4, quelque chose comme ça. En tous les cas, vous pouvez le trouver facilement. Merci Florence pour toutes ces précisions. On pourrait encore échanger aussi sur tous nos souvenirs. On aurait encore beaucoup de choses à se raconter et à redire. Mais l'heure passe et tes rendez-vous s'enchaînent. Je vois qu'il y a quelqu'un qui t'attend déjà. Deux questions. La première, si tu avais un livre à nous recommander ou un livre que tu aurais recommandé à nos auditeurs, lequel serait-il ? Alors, écoutez, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui me fait faire découvrir tout un tas de choses. Je ne sais pas si ça va être... mais c'est sur la parentalité. Parents chasseurs-cueilleurs.
D'accord. Qui en fait déconstruit complètement toute la façon dont on a élevé nos enfants. Je me suis dit, non, mais qui est vraiment spectaculaire en termes d'apport d'idées et de disruption par rapport au mode d'éducation occidentaux qui finissent par générer beaucoup d'enfants émotionnellement compliqués, instables. Et l'auteur s'est appuyé sur des séjours qu'elle a fait d'ailleurs avec ses propres enfants, chez les Mayas, les Inuits, en Afrique, et avec des enfants qui sont naturellement aidants, très équilibrés émotionnellement. Et bon, après, elle a fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail. Et les conclusions sur la façon que nous avons d'élever en Occident nos enfants est vraiment remise en... Là, pour moi, c'est une vraie découverte. Hein. Moi qui ai élevé 3 enfants, je me dis, mince, ça arrive trop tard. Et l'auteur, tu as le nom de l'auteur? Non, j'ai oublié. Tu t'en souviens plus? J'ai oublié. D'accord, on va le retrouver. Et une dernière question, qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode de cette émission? J'aurais dû poser la question en amont. Qui je te recommanderais? Sur quel sujet? Quelqu'un qui a un parcours singulier et qui aurait finalement des choses à partager avec nos auditeurs sur son parcours de vie. Et lié à nos domaines. D'accord. Lié à nos domaines? À nos domaines de... Non, pas forcément. Pas forcément. Bah oui, écoute... À ce micro sont succédés des artistes, des auteurs, des écrivains, alors, des sportifs de haut niveau. J'aurais quelqu'un qui est... Alors, c'est un de mes associés, qui, en fait, a vraiment un parcours extraordinaire et qui est en train d'écrire un ouvrage sur justement une nouvelle façon d'aborder le capitalisme, sur le capitalisme mutuel et toute la réflexion qu'il a eue par rapport à ça depuis des années, puisque lui aussi vient du milieu coopératif et il a fait des jonctions avec la façon dont évolue l'économie mondiale et le capitalisme, et je pense que ça pourrait beaucoup intéresser tes auditeurs. Eh ben, écoute, voilà, on va... Donc, si tu veux, je te mettrai en relation avec lui. Super. Et puis voilà, c'est avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Allez, le mot de la fin te revient, le mot ou la phrase de la fin. La phrase de la fin, écoutez, j'ai envie de vous dire à tous, vraiment, d'abord pensez à votre énergie, ressourcez-vous bien, profitez de la vie, profitez des beaux moments de la vie. C'est vraiment ça qui donne l'énergie de tout faire, et faut pas trop prendre non plus tout trop au sérieux. Et moi, je suis assez carpe diem, et puis surtout mobilisons nos ressources pour faire des choses qui sont pour le bien-être de tout le monde, parce que bon, on est suffisamment entouré de choses souvent un peu négatives, je trouve, en ce moment, et je pense qu'il faut vraiment savoir profiter de là où on est, et voilà, donc une note optimiste. Merci beaucoup Florence, merci à tous de votre fidélité et de votre écoute, et merci, puis à la Laurent. semaine prochaine pour une prochaine rencontre. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up,